Salut à tous, c'est Christophe pour la chronique politique. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous présenter quelques ouvrages que j'ai lus récemment. Alors, deux ouvrages en particulier, un ouvrage sur Mélenchon, un autre sur les questions ethniques en France, et également je vous proposerai une analyse autour de ce qui se passe autour de la revue Front Populaire qui a été lancée par Michel Onfray il y a quelques mois. Ce ne sera pas pour cette revue une critique directement du contenu de ce numéro, mais plutôt de ce qui se passe vraiment autour. Et également, à la fin de la vidéo, pour ceux que ça intéresse, je vous ferai un point sur ce qui s'est passé pour moi et pour la chaîne les derniers mois, les galères que j'ai eues et qui sont enfin terminées. Donc cette vidéo devrait être chapitrée, comme ça chacun pourra aller directement au sujet qui l'intéresse. Alors tout d'abord, l'ouvrage sur Mélenchon. Cet ouvrage est sorti en octobre, je crois. Il s'appelle Mélenchon, la chute. Il a été écrit par Adrien Matou, qui est journaliste politique à Marianne et qui suit notamment les questions liées à la France insoumise. Et donc cet ouvrage, je l'ai demandé à l'éditeur parce que... Il va tomber. Voilà, il s'effondre, un peu comme la France insoumise. Je l'ai demandé à l'éditeur parce que le titre m'intriguait. Ça sentait clairement le Mélenchon bashing et je me suis dit, ah, ça peut être sympa, étant donné que j'apprécie pas trop les prises de position politiques de la France insoumise. Et en fait, il s'avère que le titre est extrêmement trompeur, puisque ce livre n'est pas du tout un brûlot ou un essai contre la France insoumise, mais c'est un livre d'histoire immédiate. En fait, Adrien Matou a suivi l'histoire de la France insoumise depuis sa fondation il y a 3 ans jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on a un ouvrage qui retrace tous les errements, toutes les mésaventures, et toutes les aventures aussi, de la France insoumise, notamment à travers la vision que peuvent en avoir certains de ses cadres. Et ce qui est intéressant, c'est que bien justement dans ce livre, Adrien Matou donne la parole à des gens qui, à l'époque, étaient inconnus du grand public quand ils étaient à la France insoumise, comme François Coq ou Georges Kuzmanovic, qui depuis l'ont quitté parce qu'ils critiquent la dérive indigéniste. Et donc ça permet notamment de voir que depuis le début, il y a des batailles internes, et que ce qu'on nous présente et ce qu'on présente aux militants souvent comme étant en fait des querelles d'ego et Kuzmanovic il part parce qu'il n'a pas eu la place qu'il voulait sur la liste aux européennes, en fin de compte c'est juste une excuse pour cacher les dissensions internes. Donc là-dessus cet ouvrage permet quand même de remettre en perspective certains événements que nous on voit dans l'actualité au moment où ça éclate au grand jour, mais qui en fait prennent leur source dans des conflits internes et des conflits politiques, et pas seulement de personnes ou d'ego, largement avant. Donc c'est un livre qui est intéressant en soi, parce qu'il permet quand même de remettre en perspective toute la dérive depuis 3 ans de la France insoumise, et notamment tous les errements et les louvoiements de Jean-Luc Mélenchon autour des questions du républicanisme et de l'indigénisme. Mais clairement, c'est pas un brûlot, c'est un livre d'histoire d'un parti politique. Donc si vous attendiez à quelque chose d'un petit peu agresse, un petit peu péchu et qui livrerait des éléments croustillants, c'est pas du tout le cas. Il n'y a pas de révélation massive, extraordinaire, ou même pas de révélation extraordinaire ou d'éléments croustillants. Par exemple, Sofia Chikirou, qui était au moins à un moment la compagne alléguée de Mélenchon, on n'en parle quasiment pas. Donc c'est pas du tout un truc sur la vie personnelle de Mélenchon. Je pense que le titre a été choisi en fonction du contexte actuel qui est l'effondrement total de la France insoumise, pour faire un petit peu racoleur. Je ne sais pas si c'est l'éditeur ou l'auteur qui l'a choisi. À mon avis, c'est un choix éditorial et marketing de la part de l'éditeur. C'est un peu dommage parce que le livre en soi est intéressant, mais c'est vrai que ça serait certainement moins vendeur avec un titre La France insoumise, histoire 2017-2020 que effectivement Mélenchon la chute. C'est dommage parce que du coup le titre est assez trompeur et risque d'en décevoir certains, alors que le livre en lui-même est de qualité, pour peu qu'on s'intéresse effectivement à l'histoire d'un parti politique qui aujourd'hui, et espérons-le pour les années à venir, ne représente plus grand-chose. Donc voilà pour cet ouvrage, que personnellement j'ai trouvé sympathique, mais bon, personnellement j'aime beaucoup les livres comme ça d'histoire des partis politiques, je vais dire aussi insignifiants soit-il, mais je risque de froisser les quelques spectateurs de la France insoumise, et Dieu sait qu'il ne faut pas froisser ces gens-là. Ils n'ont pas de gros scores aux élections, mais ils ont mauvais caractère. Bref, également, deuxième livre que j'ai à vous présenter,
Alors lui, je l'ai acheté à la sortie du premier confinement, parce qu'il m'intéressait. Ça a été mon acte de solidarité avec les libraires. C'est la révolte des Gaulois, d'Aymeric Patricot, donc sous-titré, du moins dans le 4e de couverture, Portrait d'une communauté qui n'existe pas. Alors Aymeric Patricot, c'est un professeur, un agrégé de français je crois, qui il y a déjà quelques années, en 2013, compliqué de faire des cadrages corrects aujourd'hui, en 2013 donc, avait sorti déjà un livre sur cette question de l'ethnicité en France qui s'était appelé Les Petits Blancs. Bon, je renonce. Je renonce à le faire tenir. Qui s'appelait donc Les Petits Blancs et qui était une série de témoignages de gens qui notamment vivaient plutôt en région parisienne et qui commençaient à s'identifier comme blancs au contact justement de personnes issues de l'immigration. Alors ce livre, je l'avais lu, j'avoue, non vraiment ça veut pas. Je l'ai lu et j'avoue que je n'ai pas de grands souvenirs spécifiques dessus. C'était intéressant parce qu'à l'époque c'était c'était même le premier livre qui permettait à des gens de témoigner de l'apparition de cette question ethnique en France, notamment du côté des Blancs. Et donc là, Patricot nous refait un peu le même sujet, mais cette fois donc dans la révolte des Gaulois, va nous parler de cette question ethnique à travers du prisme notamment des Gilets jaunes. Puisque pour lui, les Gilets jaunes sont une manifestation, aussi une expression culturelle d'une forme de communauté blanche, communauté socio-ethnique, parce que il y a aussi un volet économique dans la question, mais en tout cas la manifestation culturelle de toute une France socio-ethnique qui jusque-là était invisibilisée. Alors clairement, Patricot en fait dit clairement d'un point de vue socio-ethnique ce que Christophe Guilluy dans ses ouvrages, l'auteur du concept de France périphérique sur qui j'avais fait une vidéo, dit à demi-mot, parce que Guilluy reste très sur le côté géographie sociale, etc. Il aborde assez peu la question identitaire et encore moins la question ethnique, la couleur de peau, la culture, etc. Là, en fait, Patricot fait un petit peu le complément et va là où Christophe Guilluy est dans les non-dits. Alors donc cet ouvrage tourne surtout autour des Gilets jaunes, et Patricot nous explique, en fait se sert de ce prétexte, entre guillemets, pour nous parler de cette communauté blanche, de ces petits blancs de campagne notamment, qui sont invisibilisés dans la France politico-médiatique d'aujourd'hui. Il y a également toute une partie réflexion sur cette problématique, à savoir que cette communauté blanche qui s'exprimait notamment à travers les Gilets jaunes est aujourd'hui une France qui est totalement invisibilisée, qui est dans une situation assez paradoxale, puisque on nie son existence, on nie le fait qu'il y ait une communauté aujourd'hui au moins socio-ethnique spécifique liée à l'histoire de France, et en même temps on la charge de tous les maux de la terre, notamment à travers les racialistes de gauche qui ne peuvent plus supporter ne serait-ce que le mot blanc aujourd'hui, au point que certaines entreprises comme L'Oréal enlèvent les mots blancheur de leurs produits, après le passage de Black Lives Matter. Et donc Patricot tire des conclusions comme quoi cette communauté aujourd'hui, elle est quelque part, elle s'est exprimée, quelque part elle existe, on lui dénie le droit d'exister, à moins d'être la matrice négative sur laquelle les autres identités aujourd'hui, les personnes issues de l'immigration africaine maghrébine, vont pouvoir se construire, notamment à travers tous les discours soi-disant antiracistes, mais qui en fait sont des discours racistes qui vont se construire en opposition au blanc qui, lui, à la fois n'a pas le droit de se dire blanc et à la fois est chargé de toute la négativité du monde. Alors ce livre, c'est un peu comme Les Petits Blancs qu'il avait écrit avant, c'est un livre plutôt de témoignage. J'attendais assez de ce livre, en fait, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je m'attendais à un ouvrage extrêmement politique qui allait quand même être un peu le pendant des racialistes de gauche, dire la France elle s'est construite sur une population d'origine européenne, blanche, qui a une histoire chrétienne, qu'elle soit déchristianisée ou pas, etc., etc. Et qui donc allait affirmer certaines choses, comme par exemple l'héritage gréco-romain,
la tradition chrétienne, même pour des populations qui seraient un peu acculturées. Et c'est pas le cas, c'est réellement un ouvrage de témoignage. C'est un ouvrage qui n'a pas de conclusion réellement politique jusqu'à la fin. C'est quelqu'un qui acte en fait l'existence et l'expression d'une forme de communauté socio-ethnique blanche, et c'est tout. Il n'y a pas de conclusion politique. Dans le genre, la laïcité, est-ce qu'elle est aujourd'hui? Il y a une prépondérance de la culture chrétienne dans les jours fériés, ou quoi que ce soit. Il n'y a même pas ça, c'est vraiment un livre de témoignage, comme les petits blancs, c'est-à-dire que tous les 5 ans, Patrico acte qu'il y a une question ethnique qui apparaît de plus en plus chez les blancs, et c'est tout. Il ne va pas plus loin, c'est pas quelqu'un qu'on peut situer politiquement. Alors, c'est quelqu'un qu'on peut, situer de droite, mais je ne pourrais pas vous en dire plus. Ça a l'air d'être quelqu'un quasiment un macroniste de droite, entre guillemets. Enfin, il est pour les gilets jaunes, mais ce que je veux dire, c'est que libéral, on va dire, et c'est à peu près tout. J'avoue que c'est assez perturbant. Alors, ça s'explique aussi par le fait que Patrico est professeur dans l'éducation nationale, et certainement prendre des positions politiques plus tranchées sur ces questions qui sont déjà extrêmement épineuses, ça risquerait certainement de lui attirer des ennuis. En tout cas, voilà, c'est un livre qui a le mérite de poser la question ethnique du côté des Blancs, parce que du côté des non-Blancs, il y a déjà plein d'ouvrages de gauche qui posent la question et qui pointent les Blancs comme coupables. Et le grand mérite au moins de Patrico, c'est de pointer la question blanche, mais sans pointer les non-Blancs comme coupables. Là-dessus, au moins, il y a une forme de respect que du côté des racialistes de gauche, il n'y a pas. Mais néanmoins, c'est juste un livre de témoignage, donc bon, c'est un peu dommage. On n'a pas encore l'équivalent de gens politiques à droite qui iraient affirmer l'équivalent de ce que font les racialistes de gauche. Alors vous me direz, le jour où on aura l'équivalent, on sera à 2 doigts de la guerre civile, peut-être. Oui, c'est peut-être pas totalement faux, mais au moins on serait dans une forme d'équité dans la prise de parole politique au niveau de la question socio-ethnique, ou ethnique tout court. Donc voilà, un livre... Est-ce que je le recommande ou pas? Je ne sais pas. J'avoue. De fait, moi je reste un peu sur ma faim. Ce que je garderai de ce livre, c'est un passage qui est pas anecdotique, mais qui est assez secondaire, dans lequel Patrico nous parle de Clint Eastwood dans le livre Grand Torino, un film très sympathique, et qui résume un peu la position aujourd'hui des communautés blanches en Occident par rapport à l'immigration, c'est-à-dire des gens qui finissent par accepter tout en gardant une forme de dignité culturelle. Alors bon, bien sûr, pour comprendre le truc, il faut avoir vu Grand Torino, un très bon film d'ailleurs, mais à part ça, je garderai effectivement pas forcément grand-chose en mémoire de cet ouvrage. Même si, encore une fois, il a le mérite de témoigner et d'être le premier à mettre en avant ces questions et à montrer que la question ethnique, elle existe aussi chez les Blancs, puisque notamment il livre des témoignages de gilets jaunes, et que les Blancs peuvent aussi avoir une forme d'affirmation culturelle et identitaire sans pour autant tomber dans le racialisme symétrique à celui de la gauche, un racialisme assez puant, et qu'on ne pourrait pas appeler de racisme tout court. Bref, voilà pour les ouvrages lus. Donc maintenant une petite analyse de tout ce qui tourne autour donc, de Front Populaire. Donc la revue qui a été lancée par Michel Onfray en mai-juin dernier, donc ça c'est le premier numéro. Donc Michel Onfray qui se lance indirectement en politique. Ce livre va-t-il tenir la route? Non, il ne tient pas non plus. Donc Front Populaire, c'est une revue lancée par Michel Onfray qui tourne exclusivement autour du souverainisme. C'est écrit dessus. Et ce n'est pas simplement ce numéro qui tourne autour du souverainisme, mais la revue en elle-même. Alors c'est... comment dire? J'attendais pas mal de choses de cette revue. Je me suis dit, ça peut-être, vu l'envergure médiatique de Michel Onfray et certaines de ses prises de position ces dernières années, cristalliser autour. Alors effectivement, ça cristallise quand on voit notamment toutes les personnes qui ont participé au premier numéro. Céline Pina, Mathieu Bock-Côté, Jean-Pierre Chevènement, Jacques Sapir, Georges Kuzmanovic par exemple encore, Andrea Cotarac ou Henri Pénaruse.
Alors je ne cite pas ces noms par hasard, mais parce que quand on regarde, il y a aussi Eugénie Bastier d'ailleurs du Figaro, tous ces noms, pour moi, ça cristallise en fait ce que j'appelle le néoconservatisme à la française, c'est-à-dire des gens de gauche qui aujourd'hui vont sur des questions qui avant étaient plutôt liées à la droite, bon, même si le souverainisme en soi a toujours, notamment via Jean-Pierre Chevènement, été un peu de gauche, mais de fait, cette revue, au moins le premier numéro, a accueilli des personnes qu'aujourd'hui on peut considérer comme néoconservateurs, c'est-à-dire qui défendent une ancienne vision de la gauche contre justement la gauche postmoderne et racialiste, notamment représentée par la France insoumise. Et quelque part, je trouve dommage que cette nouvelle revue cristallise uniquement autour du souverainisme. Parce que toutes les personnes citées, elles ont pas mal de choses à dire, notamment sur les questions liées à l'immigration, à la question républicaine, à la laïcité, et également à toutes les questions postmodernes, questions de genre, etc. Et malheureusement, avec l'orientation spécifiquement axée vers le souverainisme, ne vont pas pouvoir pleinement donner leur plein potentiel. Je pense notamment à Mathieu Bock-Côté, qui est quand même assez intéressant à lire. C'est extrêmement dommage, je trouve, parce qu'en plus, ça fait que les gens qui ont écrit, au moins dans ce premier numéro, se sont livrés à un exercice assez difficile, qui est de parler de leur sujet de prédilection, par exemple Céline Pinas et l'éducation, au prisme du souverainisme. Donc si ça fait ça à chaque numéro, ça risque très vite de tourner en rond. Et à mon avis, cette revue risque de tourner en rond assez rapidement, parce que parler chacun de son sujet de prédilection, mais sous le prisme du souverainisme, ça va quand même être compliqué. Parler des théories du genre axées autour du souverainisme, ça va quand même être très vite assez spécial. Donc cette revue, au moins, a le mérite de faire la jonction entre les souverainistes de gauche et de droite. Bon, c'est un petit peu particulier parce que, par exemple, vous aviez une interview croisée entre Georges Kuzmanovic et Andrea Cotarac. Donc les deux sont des anciens de la France Insoumise, et Cotarac donc, est passé au Rassemblement National. Ce qui fait que quelqu'un comme Kuzmanovic, qui est toujours sur une ligne, alors qui est quelqu'un qui est souverainiste, républicain, etc., de gauche, mais qui est toujours sur des réflexes antifascistes dès qu'on lui dit Rassemblement National, est quand même capable de débattre avec quelqu'un du Rassemblement National pour peu qu'il soit de la France Insoumise. Avant. Bref, ça fait partie des aberrations de la politique, le réflexe antifa de certains à gauche qui vire à l'atavisme débile. Bref, pour revenir à la sphère Front Populaire, à mon avis, cette sphère va quand même très vite s'épuiser parce que la question du souverainisme, ils vont très vite en faire le tour, surtout que c'est quand même un trimestriel qui fait quasiment 150 pages. On verra si tous les noms un petit peu prestigieux et connus vont rester. J'attendais aussi beaucoup d'un point de vue qualitatif de la revue. Alors au niveau esthétique, c'est au rendez-vous, mais au niveau du contenu, je trouve que c'est un petit peu léger. Il y a notamment des interviews croisées qui sont en fait des interviews superposées. Vous avez Jean-Pierre Chevènement et Philippe de Villiers, par exemple, en interview croisée. Et en fait, ils répondent chacun à des questions, mais ils ne les ont pas confrontés physiquement, quoi. Ce qui aurait pu donner un débat et des discussions intéressantes. Et on voit clairement que c'est pas le cas. D'ailleurs, c'est amusant parce que Philippe de Villiers a 2 fois des références de gauche. Je crois qu'une fois il cite Lénine, et une autre fois je ne sais plus qui il cite, mais c'est aussi quelqu'un de gauche. Ça me fait sourire de voir que la droite conservatrice est à ce point désarmée qu'elle est obligée de citer Lénine. Et en tout cas, pour cette revue, je pense que Michel Onfray, en s'orientant vers le conservatisme, vers le souverainisme, en fait, a trouvé une façon acceptable pour lui de, quelque part, renier tout son passé de gauche. Parce que Michel Onfray, jusqu'à il y a encore une dizaine d'années, était considéré comme étant libertaire, écrivait dans des revues anarchistes. Et donc le tournant qu'il a pris depuis 2014-2015, en commençant à parler de l'islam, puis de l'immigration, la République, etc., est quand même un virage droitard, entre guillemets, néo-conservateur pour moi. Et je pense que pour lui et pour d'autres, cette question du souverainisme, en fait, permet bien d'acter leur conversion politique et leur retournement d'alliance politique, tout en restant sur un sujet qui est globalement transversal sur le spectre politique et qui permet de ne pas trop être stigmatisé. Parce qu'effectivement, si il sortait une revue à thème libre où il nous fait des textes sur l'islam ou l'immigration, vu les prises de position qu'il a eues à la télé sur ces questions-là, il se ferait très vite traité de facho.
Bon, alors pour la gauche, dès qu'on parle de souverainisme, on est déjà un facho, mais au moins le sujet est quand même moins polémique et moins marqué que d'autres. Et donc, personnellement, je suppose que cette question du souverainisme permet chez Onfray d'avoir une sorte de confort intellectuel, de ne pas avoir de dissonance cognitive entre ses anciennes idées et sa nouvelle orientation politique. Bon, surtout que quand on regarde le titre les sujets traités dans ce premier numéro, on nous parle quand même, à travers le souverainisme, de communautarisme, d'illettrisme, de mondialisation, d'immigration, etc. Donc là, manifestement, le souverainisme sert d'espèce de potion magique miracle pour résoudre tous les autres problèmes qui, s'ils étaient abordés de front par des gens comme Michel Onfray, donc anciennement de gauche, ferait qu'ils seraient taxés de fachos, de néo-réac, etc. Donc voilà pour cette revue. Je pense que ça va être compliqué de maintenir la ligne purement souverainiste, ou alors ça va très vite tourner en rond sur cette question-là. Et à mon avis, il va être obligé d'élargir à toutes les autres questions qui intéressent à la fois la gauche néoconservatrice et la droite conservatrice. Donc toutes les questions postmodernes, théorie du genre, racialisme, débâcle intellectuel dans les universités, enfin au moins dans les départements des sciences humaines, immigration, laïcité, etc. Sinon, très vite, à mon avis, ça va être un petit peu redondant. Donc voilà pour ce qui est des revues des différents ouvrages, livres, etc. Maintenant, un petit point sur la chaîne pour ceux que ça intéresse. Donc si vous avez regardé la vidéo de rentrée que j'avais fait, je vous avais expliqué que sur les derniers mois, ça avait été un petit peu compliqué pour moi, que j'avais pas fait beaucoup de vidéos parce que il y avait eu des soucis de voisinage. Eh bien, ces soucis sont enfin réglés, les voisins à problème ont déménagé, et donc le calme est revenu depuis une semaine. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, depuis le premier confinement, j'ai des cas sociaux qui sont installés au-dessus de chez moi, alors que j'habite dans le privé pour fuir les cas sociaux, et on a eu donc des gens qui faisaient les fêtes 3 fois par semaine, qui vivaient de nuit, qui faisaient du bruit en permanence, ne pouvaient pas faire quelque chose pendant plus d'un quart d'heure sans qu'il y ait un bruit, de la musique, des cris, des aboiements, des chutes d'objets, quelque chose d'assez aberrant, moi j'avais jamais vu avant. Et donc habitant directement en dessous, ça a été un cauchemar pendant des mois et des mois. J'ai même perdu personnellement entre 8 et 10 kilos à force de ne pas dormir, etc. Donc c'était vraiment... Il y a même un voisin qui a déménagé à cause de ça, et bon... Heureusement, ils ont, à force de pression, de lettres recommandées, de menaces de procès, et de résiliation de bail, puisque leur bail était en voie d'être résilié, ils ont fini par dégager, par miracle, il y a une semaine. Moi, honnêtement, j'y croyais pas, tellement c'est étonnant. Et donc, normalement, le rythme des vidéos et le format vidéo devraient reprendre à peu près normalement d'ici un mois, le temps que je réémerge, parce que je vous avouerai que depuis une semaine, c'est le calme chez moi, et quand vous êtes habitué depuis 8 mois à avoir du bruit tous les 10-15 minutes, à pas pouvoir lire, à pas pouvoir tourner une vidéo, à pas pouvoir réfléchir sans qu'il y ait un bruit qui vienne vous perturber, je peux vous assurer qu'après, le silence complet, permanent, est perturbant. Votre cerveau n'est plus habitué à ce calme, et là, depuis une semaine, je suis dans une sorte de torpeur, je suis un peu anesthésié, j'ai du mal à me relancer. Bref, voilà donc pour les nouvelles, qui sont donc au moins des bonnes nouvelles. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, etc. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau sujet. Allez, tchuss!